vous, Évasion littéraire avec Jean-Yves Bertogal, dit Gib Slam Lit. Bonjour Jean-Yves Bertogal, on va dire plutôt Gib. Bonjour Amanda. Alors, l'écho des conques ultramarines, édition L'Exérographe, quels sont ces écrits? C'est de la poésie, c'est de la généopoésie, généapoésie. Waouh! Voilà, et comme son titre l'indique, c'est l'écho justement des conques ultramarines. Donc à savoir, l'écho, c'est une parole donc, qui revient souvent. Les conques, pourquoi les conques? Parce que bon, tu connais mon origine, je suis d'un père guadeloupéen, d'une mère réunionnaise malgache, et je suis né à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Et dans nos différentes îles, car nous sommes des Iliens, donc il y a des conques qui renvoient la parole. Et ce sont ces conques de paroles ultramarines qui reviennent en poésie. Alors tu joues avec les mots se jouent, donc tu fais un cadenas, ça s'entremêle, ça se démêle. Alors comment tu as joué avec tous ces mots? Et quels sont les verbes? Les verbes, j'aime faire des phrases avec des noms. J'aime décomposer un peu les mots, c'est-à-dire rajouter un petit peu, dans la littérature, rajouter aussi une autre façon de frapper les mots, de les claquer. Peut-être une expérience du slam aussi qui habitue à faire sauter les mots, à faire rimer dedans, devant, pas rimer. Tu as une voix de ténor lorsqu'on t'écoute. Cette puissance, elle vient de l'intérieur. Et qu'est-ce que tu nous donnes comme vibrato, vibration lorsque tu lis un texte que tu vas nous lire tout à l'heure? Alors explique-nous cette puissance vocale. En fait, je vous donne mon ressenti. Et c'est surtout ça, comme tu dis, ça vient de l'intérieur, c'est parce que je vis souvent mes propres textes. Donc lorsque je suis dedans, je suis vraiment... voilà, je fais pas semblant, quoi. Et le fait, justement, comme tu dis, de sauter avec les mots, de les manier, de jouer avec, font que, c'est toute une énergie qui est canalisée et au moment où on va clamer, donc on donne l'impact. Alors, pour clamer et donner l'impact, on va t'écouter, tu nous lis un texte. Vas-y, la parole est à toi, dans une lecture, tu fais un choix dans l'écho des conques ultramarines. Vas-y, prends le choix dans l'écho des conques ultramarines. Alors, donc moi j'ai pris page que tu le premier texte. Alors, parce que le premier texte donne souvent une couleur. Oui. Donc, c'est l'air arawak. L'air arawak est arrivé sans kayak. Il y eut l'air de la négritude, celle de la similitude. L'arawak répond au tomahawk, et les Indiens se découvrent le chef. Couder ouvre ses airs et ses airs dans l'air de ses airs qui ouvre de ses pas la page de nos trépas. Car je ne suis pas seulement en négritude, je poursuis mon chemin, comme ma généalogie m'achemine. Transcendance d'ascendance, ma gêne est à loge et la chemine. Je vais des hommes venir sur mes terres, je vais des hommes venir sur mes îles. À servir ces hommes sur mes terres, à servir ces hommes sur mes îles. J'ai vu ces hommes couleur ébène à leur coup des chaînes. Je n'ai même pas pu protester avant d'être décimé. Voilà, c'est comme ça un petit peu qu'on envoie pour terminer par « Je ne suis pas le nègre bamboula qui tambourine à tes oreilles les paroles que tu veux entendre. Le son du tam-tam de ma voix parle de choses que tu ignores. Non pas que tu ne la connaisses pas, mais tu la réfutes. Comme en moi, mes idées, mon comportement, dont ne sachant me déchiffrer, tu veux me guider dans l'ombre de ta lumière pour me voir. Et pour m'interpréter avec tes yeux du mensonge, voilés d'une hypocrisie bestiale. Car le manguier que tu fixes n'est pas le pommier que tu vois. » Tu vois, oui, en fait, nos histoires qui nous ont été racontées par nos parents, et au fur et à mesure du temps, nos histoires se dévoilent. Et il est vrai que l'écriture, nous, les poètes, on vient toujours rajouter encore nos petits grains de sel dans l'histoire. Donc, en maniant bien la langue française, puisque c'est en français que je m'exprime pour l'instant. Voilà. Il y a beaucoup de métaphores dans les mots et dans les sons. Tu aimes jouer avec ce genre de métaphores? Oui, oui. Et j'aime jouer avec les idées, justement. Envoyer la personne sur d'autres idées. Par exemple, je vais avoir des textes qui vont arriver prochainement, mais qui seront peut-être pas compréhensibles sur le premier mot, mais qui a décortiqué.
et que justement, en le décortiquant, chacun le prendra à sa propre façon. Tu rends hommage aussi au père. Alors, Césaire, Fanon, Sainte Jeanne Perse, et encore, il y en a, Damas, Delgrès, voilà, dans tes textes-là. C'est important pour toi, justement, de leur rendre hommage et de faire vivre à nouveau tous leurs textes, leur histoire aussi. Oui, tout à fait. Parce que nous sommes dans une activité qui est la poésie, et généralement, le poète est connu lorsqu'il est parti. C'est à partir de ce moment-là où on reconnaît tout à fait. Et donc, oui, parce que je suis quand même influencé. Ce qu'il raconte est dans la lignée, c'est-à-dire, ils étaient là, j'arrive, d'autres poètes arrivent, nous partirons, d'autres reviendront et relanceront la parole, quoi. La poésie, c'est un petit peu aussi un enchaînement de pensées. Et c'est vrai que leur rendre hommage, c'est très fort, parce qu'en fin de compte, en général, lorsqu'on va écouter des textes, par exemple, on va prendre Guy Tyrolien. Prière d'un petit enfant nègre. Je ne veux pas aller dans leur école. Ils disent qu'il faut qu'un petit nègre y aille pour qu'il devienne pareil au monsieur de la ville, au monsieur comme il faut. C'était aussi un cri d'alerte, c'est-à-dire que à la fois son texte était très beau, mais c'était une parole que on revoit aujourd'hui. On voit que on se perd en nous-mêmes et on a besoin. Donc c'est vrai que on se rend pas compte de l'impact d'un poète. Tu es engagé dans tes textes? Oui, tout à fait. Alors, tout à fait. Est-ce que tu as un écorché vif aussi? Ah oui, surtout. Surtout, oui, tout à fait. Je suis un écorché vif, mais maîtrisé. Ce qui est la différence du temps d'avant. Donc, il fut un temps, j'étais un écorché vif, et il est vrai que maintenant, avec la plume, lorsqu'il ne reste plus rien, il reste une plume. Et là, l'écorché vif peut justement se rassembler tranquillement, poser ses mots, penser ses pensées. Allons à la page 57, cette page noire, uniquement, parce que toutes, elles sont neutres, entre guillemets, oui. Et celle-ci, spécialement, tu l'as mise en noir. Pour quelle raison? C'est le séisme de Haïti. C'est un choix de mon éditrice qui m'a tout à fait plu, parce que ce texte-là n'est pas une poésie, mais une ode à Haïti. Tu peux nous lire un peu un extrait? Oui, le début. Vas-y. Séisme sur Haïti. D'un port au prince, la nature offre son chagrin. C'est un réveil cauchemardesque, une inimaginable fresque. Ce que nous avons vu devant nos yeux n'a pu être créé seul par Dieu. Sur l'échelle de Richter, magnitude 7, le séisme, c'est l'échec des Richter, c'est l'ouverture des septismes. Le sadisme de la nature. Détruisant tout sur son passage, elle offre à nos yeux son nudisme. Avant-gardisme de lutte, elle qui, première république noire, en fer de lance vaincu l'esclavagisme, c'est au fin fond du tiers-mondisme, sous le seuil de la pauvreté, qu'Haïti paye son négrisme. Voilà, c'est une plume aussi qui voyage dans la nature, ce que tu aimes, oui. les océans principalement, les volcans en effusion, c'est aussi ta terre, donc tu viens de dire la Nouvelle-Calédonie, n'est-ce pas, dans cette écriture? Tout à fait, tout à fait. Et c'est ce qui est très bien en fait, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'écho des contes ultramarines. Je comprends que ce mot peut être différent, parce que lorsqu'on dit ultramarin, ça veut dire outre de la mer, mais qui est le centre? Et souvent, lorsque l'on nous renvoie, nous qui venons des Antilles, lorsqu'on nous renvoie le mot ultramarin, c'est par rapport à une puissance colonisatrice qui est située ici et qui décide qu'on est leurs ultramarins. Tout comme eux sous l'autre angle peuvent être nos ultramarins. Mais quand j'utilise ce mot-là, je te rappelle donc que je suis d'un père de l'océan Atlantique, d'une mère de l'océan Indien, et moi qui suis né dans l'océan Pacifique, ce sont tout ça, nos outre-mer. Ouais. Ces écrits, tu les as faits ici à Paris ou en voyage, ou dans tes voyages, dans tes rencontres aussi? Ici à Paris, à travers mes voyages et mes rencontres et mes luttes aussi. Eh bien, j'aimerais que tu me lises le texte Arbre du voyageur qui rejoint la question que je viens de te poser. Je t'écoute. Gardien de l'histoire de mon peuple éparse et parsemé, je ne saurais cacher mes cris, et c'est pour cela que j'écris. J'écris pour tromper la distance qui ventile ma souffrance. J'écris pour défendre, pour bercer l'Alizé qui ventile ma souffrance.
Lorsque le temps ne sera plus que je retirerai ma révérence, j'aimerais que de ce monde n'existe plus cette tumeur qu'on appelle intolérance. Que le soleil rejaillisse et que revienne la paix antique, qui éclairait tous nos prémices, qui n'était pas une sémantique. Quelle était la difficulté pour toi, s'il y a difficulté d'écrire, parce que ce sont tes premiers écrits, il y a eu une recherche spirituelle, morale, pour terminer, dis-nous, et j'en termine. Alors, dans cette recherche, il y a une quête spirituelle aussi? Oui, tout à fait. En fait, c'est qu'il y a plus de 20 ans, j'ai fait ma généalogie, et c'est donc à travers toutes ces années de recherche. En fait, c'est un généalogiste qui ressort en même temps. Voilà. Donc souvent, ce qui apparaît comme des histoires inventées ne sont que des histoires vraies. Merci, Gib. Merci d'être venu sur le plateau de OM5 TV. Je rappelle le titre « L'écho des conques ultramarines », les éditions Les Xérographes, qui n'est pas facile à dire, qu'on ne connaît pas, qu'on a découvert avec toi, ces éditeurs. Et un dernier mot, une dernière phrase, un dernier texte. À très bientôt. Et je laisse le texte à Gib. Le texte serait quand même de remercier Tinou Lavital, donc qui a fait ma préface, et Charlie Lesquelin, donc qui fait l'illustration, qui est un très grand peintre réunionnais.